Chers fans de Demain nous appartient, l'épisode du 30 juin 2025 a littéralement retourné le scénario. Entre trahison, révélation et rupture déchirante, ce nouvel opus bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. Adam est-il vraiment innocent? Martin a-t-il un lourd secret à cacher? Et Victor, que cherche-t-il réellement? Vous allez découvrir des scènes bouleversantes, des confrontations explosives et des retournements de situation à couper le souffle. Nous décortiquons chaque moment fort de l'épisode 1976 avec une analyse détaillée, des émotions à fleur de peau et des pistes inédites sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Préparez-vous à voir Demain nous appartient sous un tout nouveau jour. Cliquez sur la vidéo ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et rejoignez la discussion en commentaire. Vos avis comptent plus que jamais. L'épisode 1976 de Demain nous appartient, diffusé le 30 juin 2025 sur TF1, s'ouvre sur un climat lourd de tension. Dès les premières scènes, le spectateur est happé par l'intensité dramatique d'un interrogatoire décisif. Adam est enfin confronté à ses responsabilités. Le jeune homme, le visage fermé, le regard fuyant, s'assied face aux enquêteurs, prêt à livrer sa version des faits. La pression est maximale. Le silence qui précède ses mots est presque assourdissant. Et puis, dans un souffle, il parle. Il avoue. Oui, il a bien tué Martial. Mais pas de sang-froid, pas avec préméditation. Il s'agirait d'un geste impulsif, un mouvement incontrôlé, peut-être même accidentel, survenu au cours d'une altercation brutale. Il dit ne pas avoir voulu sa mort. Ses mots sont maladroits, mais sincères. Il semble lui-même dépassé par ce qui s'est passé. C'est un jeune homme brisé, pris dans l'engrenage d'une spirale d'événements tragiques. Pendant qu'il parle, les enquêteurs l'observent avec une attention chirurgicale. Anna, en particulier, semble troublée. Son visage est figé. Elle connaît Adam, elle l'a vu évoluer, elle sait que ce n'est pas un tueur. Pourtant, les faits sont là, et un homme est mort. Chaque mot d'Adam est enregistré, consigné, disséqué. Il raconte comment la tension est montée, comment les échanges ont dégénéré. Puis ce moment fatidique, ce geste, ce cri, le vide. Mais très vite, une faille apparaît dans son récit. Les experts médico-légaux, appelés à la rescousse pour éclaircir les circonstances exactes de la mort de Martial, établissent des incohérences entre les blessures relevées sur le corps et la version livrée par Adam. Certaines traces indiquent un degré de violence que le jeune homme nie avoir exercé. D'autres éléments, plus subtils, semblent suggérer une intervention extérieure. Un détail accroche l'attention, l'angle de l'impact principal, incompatible avec la position supposée d'Adam au moment de l'incident. Dès lors, le doute s'installe. La justice, pourtant, doit se prononcer. Après délibération, et au vu de l'ensemble des éléments recueillis, les enquêteurs concluent qu'Adam ne peut être tenu responsable de la mort de Martial dans un cadre légalement répréhensible. Il est donc innocenté. Le procureur annonce officiellement qu'il n'y a pas assez de preuves pour le maintenir en détention. La nouvelle tombe comme une bombe, un souffle de soulagement traverse le commissariat, mais il est de courte durée. Car derrière cette libération se cache une amertume profonde, si ce n'est pas Adam, alors qui ? Ce retournement de situation bouleverse l'ensemble de l'enquête. Adam, bien que juridiquement blanchi, reste rongé par la culpabilité. Il se sent responsable, indirectement ou moralement. Il confie à son père qu'il aurait dû se contrôler, qu'il aurait dû fuir, qu'il aurait dû éviter l'affrontement. Il s'isole. Le jeune homme n'est plus que l'ombre de lui-même. Libéré, oui, mais meurtri. Loin d'être soulagé, il est tenté par cette nuit-là, par ce regard qui s'est éteint sous ses yeux. De son côté, la police judiciaire relance l'enquête sous un nouveau prisme. La mort de Martial n'est plus un drame passionnel entre deux jeunes hommes, mais peut-être un crime bien plus complexe. Quelqu'un aurait-il profité de la querelle pour achever Martial? Ou s'agirait-il d'une mise en scène soigneusement orchestrée pour faire accuser Adam? Toutes les hypothèses sont désormais sur la table. Et le nom de Martin Constant, jusque-là en marge de l'affaire, commence à apparaître dans certaines conversations officieuses. Mais en attendant, Adam tente de reprendre une vie normale. Il quitte le commissariat sous les flashs des journalistes locaux, protégé par un agent de sécurité. À ses côtés, personne. Gloria, l'amour de sa vie, ne s'est pas présenté. Un silence qui pèse lourd. Ce jour-là, Adam comprend qu'il est libre, mais qu'il a tout perdu. L'innocence, l'amour, la confiance. L'épisode joue sur une alternance de flashbacks et de scènes présentes pour montrer la lente descente d'Adam dans un état de détresse émotionnelle. Sa culpabilité, bien qu'officiellement rejetée, reste ancrée dans son regard, dans ses silences, dans sa difficulté à reprendre pied. Son père tente bien de le rassurer, de lui rappeler qu'il doit tourner la page, mais rien n'y fait. Adam est en suspens, comme figé dans un entre-deux. Le traumatisme est profond. Ce premier chapitre de l'épisode 1976 marque donc une transition capitale dans l'intrigue. Le personnage d'Adam, central dans la construction émotionnelle de la série, devient l'incarnation parfaite d'une culpabilité non judiciaire mais existentielle. Et à travers lui, Demain nous appartient explore avec justesse les limites de la vérité.
de la justice et du pardon. Alors qu'à 7, l'enquête sur la mort de Martial continue de troubler les esprits, loin du tumulte judiciaire, une autre scène dramatique se joue sur la plage. Un lieu d'ordinaire, symbole de détente et d'insouciance, va devenir, l'espace de quelques minutes, le théâtre d'un événement inattendu et douloureux. Jack et Manny, inséparables compagnons de baignade et de confidence, profitent d'un moment de répit pour nager ensemble dans une mer apparemment calme. Tout commence par un cri, un hurlement perçant qui fend l'air chaud de la fin d'après-midi. Jack s'effondre dans l'eau, pris d'une douleur foudroyante. Il tente de sortir de la mer, paniqué, ses membres agités comme si son corps ne répondait plus. Manny, d'abord incrédule, accourt pour l'aider, son regard se remplit d'angoisse. Jack vient de se faire piquer par une méduse venimeuse, probablement une Pelagia noctiluca, une des plus redoutées de la Méditerranée. Rapidement, les secours sont appelés, les sauveteurs interviennent avec professionnalisme. Une civière, des compresses de vinaigre marin, des gestes précis, maîtrisés. Pourtant, la douleur de Jack ne faiblit pas. Il crie, il gémit, son visage est déformé par la souffrance. Son rythme cardiaque s'accélère, sa respiration devient difficile. Dans cette scène d'urgence, les regards se croisent, chargés d'inquiétude. La peur de perdre Jack monte. Transporté en urgence à l'hôpital, Jack est pris en charge par une équipe médicale réactive. Il présente les signes d'une réaction allergique sévère. Son corps, fragile face à ce type de venin, commence à réagir violemment. Une rougeur s'étend sur son torse, ses bras, des cloques apparaissent le long de sa jambe. Les médecins parlent de choc anaphylactique potentiel. Immédiatement, il reçoit une injection d'adrénaline. Le service des urgences se transforme en une véritable cellule de crise. Pendant ce temps, Manny, resté dans la salle d'attente, vit des heures d'angoisse. Il tourne en rond, les mains moites, les yeux fixés sur la porte du bloc. Il culpabilise. Et s'il avait réagi plus vite? Et si cette baignade n'avait jamais eu lieu? Le scénario plonge alors dans une série de flashbacks. Les rires sur la plage, les courses dans l'eau, les confidences échangées sous le soleil. Autant de souvenirs heureux qui contrastent de cruellement avec l'instant présent. Finalement, après de longues minutes suspendues, le médecin sort. Il annonce que Jack est hors de danger, mais qu'il devra rester sous observation pendant au moins 24 heures. Le soulagement est immense, mais il laisse place à une fragilité nouvelle. Jack, allongé dans son lit d'hôpital, paraît méconnaissable. Il est affaibli, pâle, transpirant. Il confie à Manny qu'il a vraiment cru mourir. « J'ai vu le vide, Manny. J'ai senti que je partais », murmure-t-il, avec difficulté. Cette expérience traumatique bouleverse la dynamique entre les deux garçons. Jusqu'à présent, leur relation semblait légère, spontanée, marquée par la complicité. Désormais, elle s'inscrit dans une dimension plus grave, plus profonde. Manny, bouleversé, prend conscience qu'il tient à Jack bien plus qu'il ne l'imaginait. Quant à Jack, cette confrontation brutale avec la mort le transforme. Il n'est plus seulement un adolescent joyeux et curieux, il devient un jeune homme conscient de la fragilité de la vie. Dans les jours qui suivent, Jack se remet lentement. Les douleurs physiques s'estompent, mais les séquelles psychologiques persistent. Il évite de parler de l'événement. Il sursaute au moindre bruit. Il refuse de retourner à la plage. Sa mère, inquiète, tente de le rassurer, mais il reste distant. Seule la présence silencieuse de Manny semble l'apaiser. Leur lien se renforce dans l'épreuve, se cristallise dans un regard, une main posée sur la sienne, un silence partagé. Cette piqûre de méduse, qui aurait pu n'être qu'un accident bénin, devient un marqueur symbolique, le moment où Jack bascule de l'insouciance adolescente à la conscience de sa propre mortalité. C'est un rappel brutal que la vie, même dans ses instants les plus lumineux, peut à tout moment virer au drame. Et cette leçon, il ne l'oubliera jamais. Sur un plan narratif, cette intrigue parallèle à celle du meurtre de Martial apporte un souffle émotionnel à l'épisode. Elle réaffirme l'un des principes de la série Demain nous appartient. Derrière chaque drame, il y a une reconstruction possible, une leçon de vie, un lien humain qui se renforce. Jack, survivant d'une mère traîtresse, incarne cette résilience. Alors que l'orage judiciaire autour de la mort de Martial s'apaise temporairement grâce à l'innocentation d'Adam, une autre tempête, cette fois sentimentale, se déchaîne. Gloria, sa compagne, ne parvient plus à maintenir le cap. Depuis des semaines, elle encaisse les doutes, les tensions, les accusations et les silences. L'affaire qui entoure Adam a bouleversé leur relation, l'a fragilisée au point de la rendre méconnaissable. Et dans cet épisode, du 30 juin 2025, le point de rupture est enfin atteint. La scène de leur séparation est d'une sobriété poignante. Elle se déroule dans leur appartement, devenu depuis quelque temps un lieu de tension plus qu'un cocon. L'éclairage est tamisé, presque froid. Gloria, droite mais fébrile, fixe Adam avec intensité. Lui, l'air épuisé, encore marqué par les heures passées au commissariat, semble pressentir ce qui va se passer. Il y a dans l'air ce silence pesant que l'on connaît tous, celui qui précède les adieux. « Je t'ai attendu, Adam. J'ai espéré, j'ai tout donné. Mais je ne peux plus. Notre histoire est trop compliquée depuis le début.
lâche-t-elle avec une voix tremblante, mais ferme. Ces mots, Adam les encaisse comme des gifles. Il tente de la retenir, de la faire douter. « Je suis libre maintenant, tout peut redevenir comme avant. » Mais il sait au fond que rien ne sera plus comme avant. Gloria n'est pas en colère. Elle est triste. Une tristesse lourde, résignée. Celle qui accompagne les décisions douloureuses mais nécessaires. Elle aime encore Adam, cela se voit, mais elle est à bout. Trop de soupçons, trop de mensonges, trop de nuits sans sommeil. Elle avoue avoir ressenti une cassure profonde en elle le jour où il a été arrêté. Et même maintenant qu'il est allé à laver de toute culpabilité légale, la fracture reste là, béante, impossible à refermer. Je ne t'en veux pas, mais je dois penser à moi, à mon équilibre, à ce que je veux vraiment. Et là, je ne me reconnais plus dans cette relation. Ce sont ses derniers mots avant de quitter l'appartement. La caméra la suit de dos, quittant lentement le seuil, sans se retourner. Adam reste seul, figé dans la pièce désormais silencieuse. L'ombre de Gloria plane encore dans l'air. Ce moment de rupture bouleverse le spectateur. Il révèle une facette crue et réaliste de la série. L'amour ne survit pas toujours aux épreuves, même quand le sentiment est intact. Parfois, c'est la douleur, le contexte, les blessures qui l'emportent. Gloria incarne cette lucidité douloureuse, ce courage qui pousse à s'éloigner quand on sait que rester serait se perdre. Pour Adam, c'est un double choc. Il vient tout juste de sortir de l'enfer judiciaire. Il pensait retrouver une vie normale, reconstruire, réparer, et voilà que l'une de ses dernières bouées affectives s'éloigne. Il se retrouve seul, vulnérable. Il repasse dans sa tête les scènes de bonheur avec Gloria, les premiers instants, les fous rires, les projets, les promesses. Tout cela s'effondre. Dans les jours qui suivent, Adam traverse une période d'errance silencieuse. Il s'enferme chez lui, n'ouvre plus à ses amis, refuse de parler à son père. Il est tenté par une question lancinante. Aurait-il pu éviter cette rupture ? A-t-il été égoïste, trop centré sur son propre malheur pour voir celui de Gloria ? Ou bien leur histoire était-elle vouée à l'échec dès le départ ? Le scénario glisse alors quelques indices sur la nature profonde de leur relation. Des flashbacks montrent que les tensions existaient bien avant l'affaire Martial. Les jalousies, les non-dits, les blessures passées, autant de failles qui n'attendaient mais qu'une crise pour se transformer en abîme. Et cette crise a eu un nom, le doute, celui qui ronge tout. Pour autant, cette séparation n'est pas une fin de parcours pour Adam. C'est peut-être même le début d'une reconstruction plus profonde. Il va devoir se redéfinir, apprendre à exister en dehors de cette relation fusionnelle. Et qui sait, peut-être que cette épreuve l'aidera à guérir d'autres blessures enfouies. Quant à Gloria, on la retrouve quelques scènes plus tard, seule, installée dans une petite chambre chez une amie. Le regard fatigué mais soulagé. Elle relit un message qu'Adam lui a laissé, elle ne répond pas. Elle pleure un peu, puis elle s'endort. C'est une femme en transition, entre deux mondes, entre un passé douloureux et un avenir encore flou. Mais une femme debout. Avec cette rupture, Demain nous appartient continue d'explorer avec justesse les méandres des relations humaines. L'amour, ici, n'est ni idéalisé ni caricaturé. Il est montré dans toute sa complexité, avec ses contradictions, ses élans, mais aussi ses renoncements. Et à travers Adam et Gloria, c'est une vérité universelle qui est mise en lumière. Aimer ne suffit pas toujours à tout surmonter. Alors que l'onde de choc des événements précédents ne cesse de se propager à 7, un nouveau rebondissement vient bouleverser le cœur même de l'enquête. Dans un climat déjà tendu, un personnage longtemps resté en retrait sort brutalement de l'ombre. Victor Brunet, l'homme d'affaires au passé trouble, connu pour ses coups de poker autant que pour ses silences intéressés, décide soudainement de faire voler en éclats le fragile équilibre qui s'était établi. Et il le fait de la manière la plus explosive qui soit. En désignant Martin Constant, figure centrale de la police locale, comme le véritable responsable de la mort de Martial. Tout se passe dans le bureau du procureur Michael Ferré. Victor demande à le voir en privé. L'homme entre dans la pièce avec une assurance inhabituelle, mais son regard est d'eau froid, presque glacé. Il n'a pas l'allure de celui qui vient proposer une hypothèse, non, il vient livrer une certitude. Il s'assoit face à Ferré, le regarde droit dans les yeux et lâche, sans préambule, « C'est Martin Constant qui a tué Martial, et j'ai les preuves. » Le silence qui suit est assourdissant. Ferré, habitué aux effets de manche, reste impassible. Mais son regard trahit un étonnement sincère. Il connaît Martin depuis des années. Il l'a vu évoluer, le considère même comme un pilier. Cette accusation est aussi improbable que dérangeante. Mais Victor ne flanche pas. Il ouvre une chemise cartonnée soigneusement préparée. À l'intérieur, des captures d'écran, des relevés d'appels, un enregistrement audio et une lettre manuscrite. « Je ne viens pas ici pour créer du chaos, dit-il. Je viens pour que justice soit rendue. » Dans le détail, les preuves qu'il présente sont troublantes. Une série de messages échangés entre Martial et Martin la veille de la mort du premier montrent une tension croissante. On y lit des menaces voilées, des accusations de chantage. Dans l'un d'eux, Martial écrit « Tu ne pourras pas cacher éternellement ce que tu m'as fait faire ». Un autre élément capital
est un enregistrement audio, certes fragmentaire, où l'on distingue deux voix d'hommes en pleine dispute, puis un cri, un choc et un silence. Ferré écoute, relit, analyse. Il ne montre rien, mais sa mâchoire se serre. Victor, lui, reste de marbre. Il sait que ce qu'il avance est énorme. Accuser un officier de police de meurtre, c'est remettre en cause tout un système. Mais il insiste. Selon lui, Martin aurait éliminé Martial pour empêcher celui-ci de révéler un lourd secret, possiblement une affaire de corruption ou de falsification de preuves dans une enquête passée. La tension monte d'un cran lorsque Victor explique qu'il détient ces preuves depuis plusieurs jours, mais qu'il a hésité à les transmettre. « J'avais peur, dit-il, peur que personne ne me croie, peur de ce que cela pourrait provoquer. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. » Ce retournement de situation est majeur. En quelques minutes, la figure de Martin bascule du statut de justicier à celui de suspect potentiel. Le procureur, bien qu'encore sceptique, n'a pas d'autre choix que de rouvrir l'enquête sous un nouvel angle. Il mandate une équipe indépendante pour vérifier l'authenticité des pièces fournies par Victor. Il convoque également Martin en audition informelle. Ce dernier, surpris, se montre d'abord coopératif. Mais lorsque le nom de Martial est prononcé, son visage se ferme. Il demande un avocat. Le malaise s'installe. À l'extérieur du commissariat, la rumeur enfle. Le nom de Martin, jusqu'ici intouchable, circule dans les couloirs. Certains collègues commencent à se poser des questions, à recoller les morceaux, des éléments oubliés, des gestes étranges, des silences embarrassés. Tout reprend sens à la lumière de cette accusation. La confiance est ébranlée. De son côté, Victor sait qu'il vient de franchir un point de non-retour. Il risque gros. S'il ment ou manipule, les conséquences pourraient être désastreuses. Mais il semble sincère, déterminé, un homme qui a mis longtemps à se taire et qui maintenant refuse de se taire plus longtemps. Sa motivation ? Peut-être une vengeance personnelle, peut-être un vrai désir de justice, ou peut-être les deux. L'affaire de la mort de Martial, que l'on croyait résolue, explose à nouveau, et cette fois, elle menace de faire tomber l'un des piliers de la série. La justice, l'amitié, la loyauté, tous les fondements sont ébranlés. Les spectateurs, eux, restent suspendus à cette révélation. Martin est-il réellement coupable, ou est-il victime d'un coup monté, orchestré avec une redoutable précision ? Le voile est désormais levé. L'accusation portée par Victor Brunet contre Martin Constant résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs du commissariat de Sète. Ce n'est plus une simple hypothèse. C'est une déclaration de guerre, une guerre de preuves, de réputation, d'influence. Et tandis que l'affaire Martial semblait avoir trouvé une conclusion avec l'innocentation d'Adam, voilà que tout vacille à nouveau. L'enquête est rouverte, mais cette fois, elle vise l'un des siens. L'équipe du procureur Michael Ferré, sous pression, n'a pas d'autre choix que de suivre la piste révélée par Victor. Une cellule indépendante est mise en place pour analyser les éléments. Les messages, les enregistrements audio, les relevés téléphoniques et surtout, les liens passés entre Martin et la victime. Très vite, des incohérences émergent. Le téléphone professionnel de Martin a été étrangement inactif pendant 1 heure le soir du meurtre. Un vide suspect que les enquêteurs tentent de combler avec des données GPS. Un témoin, ancien collègue de Martial, affirme même avoir vu les deux hommes se disputer violemment quelques jours avant la mort du jeune homme. Au commissariat, le climat devient irrespirable. Martin, convoqué en audition libre, nie tout en bloc. Il parle de manigance, de vengeance personnelle de Victor. Il refuse de commenter les messages, les enregistrements, les confrontations. Mais ses collègues le regardent autrement. Certains, comme Karim, essaient de lui accorder le bénéfice du doute. D'autres, plus prudents, prennent leur distance. L'homme droit, loyal, presque inflexible qu'il connaissait, semble désormais porter une part d'ombre inquiétante. Dans l'intimité, Martin s'effondre. Il comprend que quelque chose lui échappe, que son passé, qu'il croyait enterré, refait surface. Il se confie à Nordine, son fils, dans une scène particulièrement touchante. « Je ne suis pas parfait, dit-il, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un meurtrier. » Le regard de Nordine est rempli de doutes. Il veut croire en son père, mais l'évidence des faits le trouble. Pour la première fois, leur lien filial est mis à rude épreuve. Parallèlement, Adam, récemment innocenté, assiste impuissant à ce bouleversement. Il ne sait plus que penser. D'abord accusé, maintenant spectateur d'une accusation encore plus grave, il erre entre colère et soulagement. La mort de Martial devient un puissant fond. Il doute de tout, de la justice, de ses proches, de ses propres souvenirs. Il revoit la scène dans sa tête encore et encore. Et si Martin avait effectivement été présent ce soir-là ? Et si son propre aveu avait, malgré lui, servi à couvrir quelqu'un d'autre ? La tension monte aussi du côté de Victor. Si certains le saluent, comme un lanceur d'alerte, d'autres dénoncent une tentative de manipulation. Quels sont ses véritables motifs ? Pourquoi avoir gardé le silence aussi longtemps ? Le doute plane. Même Ferret ne parvient pas à trancher. Une chose est certaine, Victor a ravivé une affaire que beaucoup voulaient enterrer. Et les conséquences de ses actes sont encore impossibles à mesurer. Dans les scènes finales de l'épisode, une atmosphère pesante enveloppe Sète. Les visages sont fermés, les dialogues rares, les regards lourds de soupçons.
Martin, seul dans son bureau, feuillette un ancien dossier. Un document attire son attention. Son regard s'assombrit. Quelque chose l'inquiète profondément. Mais on ne saura pas quoi. Pas encore. La caméra s'éloigne lentement, laissant planer le suspense. La série Demain nous appartient parvient ici à entremêler habilement la dimension humaine et la trame policière. Elle explore l'impact d'un crime non seulement sur ses victimes directes, mais aussi sur toute une communauté. La vérité n'est plus une ligne claire, mais un labyrinthe dans lequel chaque personnage avance à tâtons. Qui croire ? Qui ment ? Qui manipule ? Et surtout, à qui profite le crime ? L'épisode 1976 ouvre ainsi une nouvelle ère. Une ère de doute, de fracture, mais aussi d'opportunités narratives. Car désormais, l'enquête ne concerne plus seulement la mort de Martial, mais aussi l'intégrité d'un homme, la confiance d'un fils, l'avenir d'une institution. La suite promet d'être intense, sombre et peut-être même choquante. Une chose est sûre, à 7, plus rien ne sera jamais comme avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous et nous motive à continuer à vous proposer des analyses approfondies, des révélations exclusives et des contenus toujours plus captivants sur Demain nous appartient et vos séries préférées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous réabonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque clic, chaque abonnement et chaque commentaire nous aide à grandir et à vous offrir un contenu toujours plus riche et passionnant. Laissez-nous un petit mot en commentaire pour partager vos impressions, vos théories ou tout simplement pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Nous lisons tout avec attention et surtout, restez connectés. D'autres vidéos arrivent très vite avec encore plus de rebondissements, de spoilers et d'analyses exclusives. À très bientôt sur notre chaîne.